Avec Frédéric, donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va passer cette petite heure ensemble. Ce que je vous propose pour démarrer, pour ceux peut-être qui ne vous connaîtraient pas, c'est de dire quelques mots sur votre parcours. Je sais que vous n'êtes pas fan de cet épisode-là, mais ça fait partie du jeu. Donc, ancien élève d'HEC et titulaire d'une maîtrise de droit, Jean-Dominique, vous avez débuté votre carrière chez le groupe Total, de 79 à 87, puis chez Saint-Gobain, de 87 à 96. 96-2001, vous aviez été DAF du groupe Péchinet et membre du COMEX. Et ensuite, vous êtes passé chez Michelin, dans des conditions un petit peu particulières, sur lesquelles on reviendra peut-être. En 2005, en tant que directeur financier, puis membre du COMEX, et puis vous avez pris la présidence du groupe par la suite. Pendant cette période, vous êtes attaché à améliorer sensiblement les performances économiques du groupe Michelin en les fondant sur le déploiement constant et méthodique des principes de management plaçant la personne, l'humain, au cœur d'une entreprise responsabilisante. Ceci a permis le développement d'un dialogue social bien connu ici et en France, chez Michelin et dans d'autres groupes qui sont aussi inspirés ou qui ont cette ligne de conduite que nous saluons. Et vous êtes arrivé à mettre en place des accords sociaux régionaux précurseurs chez Michelin. En 2019, nouvelle aventure professionnelle, nouveau bond, ou rebond, bon, on va dire, bon. Président du conseil d'administration du groupe Renault. Et le 1er mars 2019, vous prenez la présidence du conseil de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. On en parlait il y a quelques minutes, ce qui vous amène à voyager un peu partout dans le monde et au Japon en particulier. En mars 2018, et là on va parler plus de vos engagements, de ce qui vous inspire et de ce qui nous inspire, parce que nous suivons vos écrits, vos livres, ce que vous faites. Vous avez rédigé avec Nicole Notat un rapport sur l'entreprise, objet d'intérêt collectif, qui met en lumière la gouvernance, la raison d'être, tellement importante, cette fameuse étoile polaire qui nous guide, qui est intemporelle, qui est importante pour chacun de nous et à laquelle chaque chef d'entreprise doit réfléchir, pour éclairer la responsabilité à la fois fiduciaire, sociale et environnementale, la RSE en quelque sorte, pour faire simple, que tout le monde est en train de s'approprier. Et avec Nicole Notat, vous étiez précurseur, et ça nourrit la réflexion qui a amené à la loi Pacte, dont on reparlera un petit peu plus tard. Et j'en arrive à la fin, avant de vous écouter. En avril 2023, vous avez également remis au gouvernement un rapport rédigé avec Madame Sophie Thierry, intitulé « Reconsidérer le travail », rapport qui est issu des Assises du travail, et qui insiste sur le rapport au travail, la démocratie au travail, la santé et la qualité de vie au travail. Voilà. Vous êtes également administrateur du groupe FIV, etc. On va arrêter là et on va passer maintenant à l'essentiel. On se prend quelques minutes pour évoquer votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quelques mots sur ce parcours multiple, divers, fait de rencontres? On a vu ce cheminement. Juste quelques mots, puis si vous voulez bien, après on parlera des différentes crises qui ont jalonné votre parcours. Merci de votre accueil. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin, mais ce n'est pas un propos de circonstance. Je dois dire qu'effectivement, il y a quelques années que j'avais souhaité vous rejoindre, et puis ce n'était pas forcément possible. En plus, je retrouve beaucoup de visages amis dans cette pièce. Voilà, c'est extrêmement sympathique. Oh, vous nous avez fait un résumé assez exhaustif du sujet, donc je ne sais pas si je vais en rajouter dans la première question. Je pense que peut-être la seule chose qui apparaît, c'est au fond une forme de continuité. J'ai toujours travaillé dans l'industrie, et ça, je dirais, c'est peut-être pas forcément par goût, en tous les cas par détermination, parce que finalement, je pensais que dans l'industrie, on avait une chance de retrouver une forme de chaleur humaine que l'on n'avait pas forcément ailleurs, et je n'ai absolument rien contre les autres métiers, je vous rassure tout de suite, mais je trouve que c'est effectivement le fil directeur. Et cette industrie française, les groupes pour lesquels j'ai travaillé, que j'ai servi, sont pour la plupart intégrés de façon, je dirais, profonde dans le territoire.
et ont rayonné dans le monde. Et je crois que c'était une façon d'accompagner le rayonnement de l'industrie française dans le monde. C'était un peu ça qui m'a guidé finalement. Peut-être aussi le hasard de la vie, vous savez, la providence. Les plans de carrière, ça n'existe pas trop. Comme vous l'avez dit vous-même, la vie est faite de rencontres. Quelques beaux hasards qui sont souvent des destins un peu cachés. Voilà. Et c'est un peu ça qui a tiré le fil. Merci. Pour poursuivre, vous avez connu des crises, ou en tous les cas, vous avez dû faire face à des situations complexes. Je pense à Renault, je pense à Michelin. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de ces expériences ? Oui, je pense que tous les dirigeants qui sont dans cette pièce ont connu des crises. Je crois que je ne suis pas le seul. Ça fait partie fallait dire, structurellement de la vie professionnelle. Alors, il se trouve, c'est vrai, j'en ai traversé une ou deux qui m'ont marqué, qui m'ont un peu construit, pour tout vous dire, parce que je pense que c'est en faisant face à des crises fortes que l'on se construit. Alors, évidemment, dans le parcours, m'est arrivé de passer par des moments délicats. J'en ai un en tête en particulier lorsque je dirigeais le secteur aluminium primaire de Péchiney. Cette attaque frontale d'un groupe nord-américain qui a, par une OPA hostile, récupéré un des plus beaux joyaux de l'industrie française, qui rayonnait dans le monde entier par l'excellence de sa technologie d'aluminium, que la France a perdue dans un moment que je n'oublierai jamais, parce que je me suis retrouvé par le hasard des circonstances à la tête de Péchiney dans ce moment délicat d'intégration. Ça a été pour moi un moment sur le plan humain extrêmement lourd. Je souhaite à personne de vivre ces moments-là avec des souffrances humaines extrêmement difficiles à gérer. Et en plus, je dirais, la tristesse de voir disparaître, diluer une fierté française en termes de technologie. Je m'étais juré, après, de ne pas revivre ça deux fois. Pour l'instant, j'ai à peu près tenu le pari. C'était une crise difficile. Il y en a eu d'autres, évidemment. Dans le cas de Michelin, ce n'était pas tout à fait le même sujet. C'était un sujet de comment faire face, d'abord avec Michel Rollier, qui est un ami extraordinaire, comment faire face avec lui à la succession d'Édouard Michelin, qui avait eu la délicatesse de me faire venir auprès de lui un an auparavant. Comment faire pour continuer à redresser ce groupe et le porter à des niveaux d'excellence mondiale. Ce n'était pas un sujet facile, mais au moins c'était toujours positif. Après, vous avez évoqué Renault. Je ne peux pas vous cacher que ce serait vraiment vous raconter n'importe quoi si je vous disais que ça n'avait pas été une épreuve personnelle, je vais dire, singulière. Voilà. Mon arrivée dans le groupe s'est faite dans des conditions que chacun connaît. Il se trouve que je suis probablement le seul personnage à avoir cumulé pendant plusieurs mois la présidence de Michelin, la présidence de Renault. Et ces périodes-là resteront pour moi toute ma vie un moment, un souvenir extraordinairement fort où j'ai pu tester pratiquement toutes les facettes des réactions de l'humanité dans ce qu'elle peut faire de mieux et dans ce qu'elle peut faire de pire, n'est-ce pas? Et donc, je regarde ça avec un peu de recul et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, parce que tout ceci, je ne l'ai pas cherché et ça aurait pu très mal tourner. Mais finalement, maintenant que je suis assis avec vous, je regarde tout ça avec une certaine sérénité, en me disant que ça valait la peine de l'avoir vécu cela, et que j'étais pas toujours sûr d'être à la hauteur, et j'ai parfois eu pas mal de coups de mou, comme on dit, mais que finalement j'ai pu tenir et traverser tout cela, et que vous savez, aujourd'hui les choses ont bien changé. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je ne pense pas que ce soit le sujet du jour. En tous les cas, c'était pour moi une forme d'éducation peut-être un peu tardive sur les réalités humaines. Voilà.
J'avais cru, en quittant Michelin, avoir à peu près tout vu. Je n'avais pas vu grand-chose. Voilà. Alors, Jean-Dominique, merci pour d'avoir tenu le coup à la barre de toutes ces entreprises. Et finalement, avec l'humilité qui vous caractérise, en fait, ça ne vous suffit pas, puisque vous en rajoutez une couche, entre guillemets, si on peut se permettre, puisque vous allez même au-delà, vous sortez de l'entreprise pour aider nos dirigeants à réfléchir. Si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, effectivement, avec 3 grands rapports, tu les as cités, Boris, je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi aller encore au-delà et réfléchir sur la responsabilité en entreprise? Écoutez, je crois que depuis longtemps, ça aussi c'est une chance, est-ce que c'est à cause de mon père, de ma famille, etc. J'ai toujours été concerné, comme disent les anglo-saxons, par la chose publique et par, j'allais dire, l'intérêt général. Anecdote, vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, je rêvais d'être préfet en charge de l'aménagement du territoire de la région Rhône-Alpes. Ça ne s'invente pas. Non, je vous le dis franchement parce que l'aménagement du territoire était quelque chose qui me passionnait. Alors finalement, j'ai fait autre chose, voyez-vous, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais j'ai pensé qu'on pouvait servir le pays peut-être différemment et peut-être que l'occasion m'en a été donnée, effectivement. La question de la responsabilisation est un sujet plus vaste qui me paraît quand même au cœur aujourd'hui, non seulement de la vie des entreprises, mais également des vies de la fonction publique, de la vie de nos territoires et de la vie de l'État. Pour tout vous dire, en étant un peu grandiloquent, je vous dirais que la participation à cette réflexion, c'est une cause nationale. Et vous voyez que ça dépasse le cadre de l'entreprise. Il y a plusieurs façons de déresponsabiliser. D'abord, vous pouvez être vertical. Alors, on entend souvent dire aujourd'hui que la France souffre d'un excès de verticalité. Je le pense assez volontiers. Et puis, il y a l'autre façon de déresponsabiliser, c'est de noyer le poisson, de créer des entités, ci et là, etc., qui font qu'à la fin, plus personne ne sait qui est responsable de quoi. Et ça, il me semble aussi que la France est assez géniale dans ce domaine-là. Si je prends l'exemple de la fonction publique, avec la création des agences indépendantes qui, en quelque sorte, déresponsabilisent la fonction publique. Si je prends parfois les entreprises qui ont des organisations matricielles tellement complexes que finalement on ne sait plus qui commande quoi. Si je prends l'organisation des territoires, au risque de choquer qui que ce soit ici, je ne suis pas absolument certain que la décentralisation à la française a été parfaitement réussie, avec finalement une accumulation de strates administratives et politiques dont les personnes qui les occupent ne sont pas en cause, mais qui font que l'organisation elle-même est extraordinairement complexe et finalement déresponsabilise beaucoup. Enfin bref, j'ai des tas d'exemples, on peut continuer longtemps. Et donc pour répondre à votre question, je considère que nous avons aujourd'hui devant nous, quel que soit le domaine de notre activité, je l'ai bien dit, un vrai défi qui consiste à retourner cette question et de mettre en avant la question de la responsabilité réelle. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Alors, si on continue à faire un focus sur l'entreprise, parce qu'on voudrait effectivement pouvoir vous entendre là-dessus, on dit aujourd'hui qu'il y a quand même un paradoxe, on demande à une entreprise de tout résoudre, et Dieu sait qu'on peut aussi nous-mêmes modestement avoir pas mal de contrôle sur le dos ou autre, en tout cas, voilà. Et puis on a de l'autre côté des collaborateurs qui individuellement se désengagent, avec le mouvement effectivement aussi du télétravail, on joue de moins en moins collectif. Comment résoudre ça? Quelles sont vos recettes? Quelles sont vos clés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce paradoxe? Je crois qu'il faut être humble, vous savez, parce qu'on n'a pas forcément une recette toute faite pour tout ça. Mais vous avez raison d'ailleurs de souligner cet aspect de désengagement. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on regarde la situation du pays,
pour ne parler que de la France, mais on pourrait élargir le débat, la plupart de nos compatriotes considèrent que l'entreprise est quand même le seul endroit, ou un des seuls endroits, où on pourrait trouver des solutions à bien de nos soucis. La crédibilité de l'entreprise est forte dans notre pays. Elle l'est plus, il faut le reconnaître, que la plupart des grandes autres institutions. Et même massivement. Et dans le même temps, on constate, les sondages le disent, mais les sondages sont une chose, la réalité de la vie que vous connaissez tous nous le raconte aussi, que nos compatriotes sont très souvent suspicieux par rapport au travail, et vous parlez du désengagement, il n'est pas, je dirais, négligeable. Si l'on considère aujourd'hui qu'à peu près 23% des Français, au sens large, considèrent le travail comme important dans leur vie, il faut se souvenir qu'en 1990, c'est-à-dire quelques années bien sûr, mais pas si longtemps que ça, ils étaient 60% à trouver que le travail était important dans leur vie. Cet écart est énorme et elle dit beaucoup sur ce qui se passe et ce qui est à corriger. Et ce paradoxe incroyable qui consiste d'un côté à dire que l'entreprise est la solution à bien de nos sujets, et de l'autre côté ce désengagement du travail qui prend des formes très différentes, encore une fois il ne faut pas généraliser les choses, mais quand même, fait que nous avons un vrai sujet que nous pouvons prendre en main. Et je crois qu'une des solutions, c'est bien entendu au niveau de l'entreprise, essayer de donner du sens au travail de cette entreprise. Et vous avez évoqué tout à l'heure les travaux qu'on a pu faire sur la raison d'être. Je me permets de saluer au passage Jean-Baptiste Barfetti, qui est ici, qui a été un brillant rapporteur du rapport que j'ai l'honneur d'écrire avec Nicole Notat, et qui sait exactement ce que je veux dire. Et en même temps, essayer de comprendre comment on pouvait donner du sens au travail des personnes en leur donnant cette espèce de responsabilisation nécessaire. Ce sont des mots qui paraissent simples, et encore une fois, ils sont extraordinairement complexes à mettre en œuvre. Mais je suis absolument persuadé, je l'ai déjà dit et je le redirai 100 fois, qu'au cœur de tout ce que je viens de dire, il y a l'humain. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes ensemble aujourd'hui. Je le dis par expérience et par le vécu, comme on dit aujourd'hui, de tout ce que nous pouvons avoir comme expérience. Donner une raison d'être à une entreprise est véritablement, comme vous l'avez dit, lui donner son étoile polaire, faire en sorte qu'on comprenne ce qu'est cette entreprise, en quoi elle est différente des autres, et qu'est-ce qui peut tirer, en quelque sorte, la vision que le chef d'entreprise doit pouvoir donner à ses équipes. C'est fondamental. À l'époque, le principe était assez fraîchement reçu. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Les plus grands juristes français avec lesquels nous avons eu l'honneur de travailler regardaient ça comme on regarde, comme une poule regarde une clarinette, si je puis me permettre. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept? Comment peut-on cadrer cela dans notre cadre juridique français? C'était un délice, d'ailleurs, de raisonnement juridique. Pour ceux qui aiment le droit, je vous assure, c'était un grand bonheur. Mais au-delà, il a fallu que le concept soit compris. Et à partir du moment où on a commencé à comprendre que la raison d'être d'une entreprise était en fait le sommet de la constitution de cette entreprise, c'était celle qui faisait qu'une stratégie avait du sens, qui faisait qu'il y avait une cohérence à la fois opérationnelle et éthique entre une vision dirigée par, j'allais dire, un chef d'entreprise et la vie ordinaire et quotidienne. À partir du moment où on comprenait ça, eh bien, à ce moment-là, on était capable de créer de l'engagement. Je pourrais vous en parler des heures, mais je peux vous dire que dans toutes les entreprises, grandes, petites, moyennes, qui se sont livrées à cet exercice en le faisant sérieusement, c'est-à-dire en engageant la totalité des collaborateurs de l'entreprise sur ce sujet. Au début, toujours un peu sceptique. Qu'est-ce qu'on vient donc faire là? À discuter de quoi? Se retrouver in fine dans une situation extraordinaire où brutalement une forme de dialogue qui n'existait jamais se mettait à rayonner,
Et on crée à l'intérieur de l'entreprise une forme d'engagement qui était absolument phénoménale. Je vous assure, vous avez eu la gentillesse de dire que le groupe Michelin s'était bien porté et que j'avais eu la chance de le laisser à mon successeur dans un état convenable. Mais je sais très bien que ce n'est pas à cause de moi. Je sais très bien que les performances, notamment dans les dernières années, sont venues du fait que la raison d'être de Michelin était bien entrée dans les têtes et que finalement l'engagement des équipes qui étaient déjà élevées était allé à un niveau absolument extraordinaire. Et je savais que la performance de l'entreprise était liée à ça. La responsabilisation était passée par là. Mais c'est fondamental. Si vous le faites mal, si vous considérez que c'est un slogan pour faire plaisir et appliquer la loi, alors là, croyez-moi, on n'ira pas loin. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus tricher. C'est une des belles choses des réseaux sociaux, si je puis dire, qui a bien des défauts. Mais dans les bonnes choses, les réseaux sociaux vous obligent. Un chef d'entreprise qui ne serait pas cohérent avec l'éthique, à un moment donné, passera pas le temps. D'une certaine manière, c'est plutôt rassurant. Et au fond, ce travail qu'on a fait à ce moment-là a enclenché un mouvement dont on peut dire aujourd'hui, et Jean-Baptiste vous le dirait peut-être mieux que moi, n'est pas encore totalement universel, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a enclenché un mouvement sur lequel on ne reviendra jamais. Et là, pour moi, c'est une forme de satisfaction, entre guillemets, parce que je crois que les grandes idées derrière cette notion d'engagement sont bien sur la table, et qu'au fond, maintenant, que ce soit à travers une version approfondie de l'entreprise à mission, que ce soit à travers tout ce que les dirigeants évoquent lorsqu'ils parlent de leur entreprise, ce principe même de l'engagement humain à travers la raison d'être est, à mon avis, établi. Il reste aujourd'hui à l'établir au niveau européen, parce que vous vous doutez bien qu'en réfléchissant sur ce sujet-là, pour moi, ce n'était pas seulement la France qui était en cause. Oui, elle en a bien besoin de la raison d'être, ce pays. Mais c'est l'Europe qui est, de ce point de vue-là, à mon avis, le niveau qui est très important à conquérir. Parce que pour moi, cette question de la raison d'être, cette question du sens du travail, cette question de la communauté de destin, c'est un sujet très européen parce que ça correspond à sa culture. Et voyez-vous, qu'on le veuille ou non, que ce soit de l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud, il y a une chose que nous avons en commun. C'est cette culture que je qualifierais sociale, au sens large. Le traité de Rome, il suffit de relire le traité de Rome pour comprendre ce que ça veut dire. L'économie sociale de marché, qui avait été portée par les Allemands juste après la guerre, a été quelque sorte la parfaite traduction de ce que je veux dire. C'est unique, cette affaire-là. C'était unique en Europe. Et le traité portait ce principe. Il s'agissait de démontrer que le capitalisme, en réalité, n'était pas simplement un capitalisme de profit, mais c'est un capitalisme qui était beaucoup plus large et qui, bien entendu, devait intégrer les questions sociales et environnementales. Et là, évidemment, en évoquant ce sujet en 2018, rendez-vous compte, combien d'années après le traité de Rome, on s'est heurté à des incompréhensions. Le fait de modifier un article du Code civil, le 1833, qui n'avait pas été changé depuis 1807, juste pour intégrer la notion d'enjeux sociaux et environnementaux dans le rôle social d'une société, a fait l'objet d'un débat sympathique, parfois un petit peu difficile. Mais aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce qu'on n'avait pas pu le faire plus tôt? Voilà. Alors, la recette, c'est pas facile à répondre à votre question, mais ce que je sais, c'est que l'entreprise aujourd'hui a un défi colossal qui est d'associer, j'allais dire, l'intérêt collectif à l'intérêt particulier, les deux devenant de plus en plus exigeants, l'intérêt individuel se manifestant au quotidien dans toutes nos entreprises, même dans la fonction publique, à travers des besoins particuliers, et le collectif devenant de plus en plus important dans un monde qui est de plus en plus difficile. Concilier les deux est quelque chose d'extrêmement difficile. Et je dirais, pas forcément de recette, mais la raison d'être, c'est pour le collectif. La responsabilisation, c'est pour l'individuel. Si vous cumulez les deux,
vous avez une chance peut-être de commencer à réaliser que c'est possible. Merci. Alors déjà, on a une petite feuille de route, ça démarre très fort aujourd'hui pour nous tous. Vous avez évoqué à l'instant le capitalisme européen se basant sur la raison d'être. Aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, on est quand même dans une guerre économique violente, avec un capitalisme débridé à l'ouest, avec un capitalisme particulier à l'est, et nous, on est coincés entre les deux. Certains diront qu'on a été assez naïfs jusqu'ici, en Europe, on a ouvert les fenêtres, les portes. Concrètement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous réagissez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous évoquez un sujet lourd, parce qu'évidemment, l'histoire pèse beaucoup dans tout ce qu'on vient de dire là. Voyez-vous, le capitalisme est un peu comme un caméléon. Il a évolué dans le temps. Et ça serait long de refaire toute l'histoire du capitalisme. Mais je vous encourage à vous plonger là, dans cette question. C'est passionnant. Et si on considère aujourd'hui ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette espèce de conflit entre plusieurs blocs qui ont des philosophies économiques différentes, je confirme qu'elle est bien réelle. Je ne vais pas parler longtemps du capitalisme d'État chinois, simplement pour souligner qu'à l'évidence, c'est une forme de capitalisme à l'anglo-saxonne extraordinairement agressive, mais totalement adaptée à une institution qui n'est pas franchement démocratique. Ça a été d'ailleurs une forme de génie de Deng Xiaoping à l'époque de récupérer ces notions de capitalisme anglo-saxon que les Américains voulaient leur donner en l'adaptant à la chinoise. Et ça a donné ce que nous savons, c'est-à-dire un capitalisme d'État extraordinairement autoritaire. De l'autre côté, le capitalisme anglo-saxon qui s'est développé à partir des années 70 avec des écoles friedmaniennes, pour faire simple, qui faisait suite d'ailleurs à un capitalisme totalement différent aux États-Unis, qui était le Fordisme d'une façon générale, qui avait un caractère assez social, il faut dire les choses comme elles sont. Pensez à Roosevelt, pensez à les années 30, Ford, etc. Ce qui était bon pour les États-Unis était bon pour l'entreprise et vice-versa. Et il y avait un caractère extraordinairement social. On oublie ça. Roosevelt, le Big Deal, etc. Tout ceci a évolué massivement à partir des années 70 pour différentes raisons, et notamment une forme d'affaiblissement des États-Unis, affaiblissement intérieur, crise sociale, crise de la guerre du Vietnam, défi par rapport au dollar qui ne devient plus convertible en or, etc., etc. Je ne voudrais pas vous refaire toute cette histoire, mais qui fait qu'à un moment donné, les écoles de Chicago, Friedman, l'ont emporté. Et là, il s'agissait de dire en façon simple que l'entreprise était là pour faire du profit et pas autre chose. Que le reste, c'était l'affaire des États. À partir du moment où les entreprises payaient des impôts, c'était plus le sujet. Je fais court et je résume, évidemment, mais c'est quand même ça. Et porté par des dirigeants politiques de très grande envergure. Reagan, Thatcher en Angleterre, l'influence anglo-saxonne sur l'Europe. Ces principes sont devenus dominants. Et d'autant plus dominants qu'à la chute du mur de Berlin en 90, tout le monde a dit « mais voilà, c'était donc bien ça ». Et on en a rajouté. On en a rajouté jusqu'à arriver à la crise financière de 2009-2010, qu'on a tous vécu de façon difficile, notamment dans l'industrie, mais qui était en fait une crise financière qui était liée fondamentalement à une forme de déréglementation mondiale qui portait le principe de base que l'entreprise était là pour faire du profit. La finance était devenue, j'allais dire, non plus au service de l'industrie, mais c'était l'inverse. Et je l'ai vécu comme chef d'entreprise, croyez-moi, à l'époque, je dirigeais Michelin, et j'ai passé les moments les plus difficiles de ma vie confronté à l'anglo-saxon qui me posait la question en permanence de quand est-ce que j'allais améliorer la profitabilité de cette entreprise, notamment, si possible, en fermant beaucoup d'usines, parce que c'était la seule chose qui comptait. Je pense que j'ai eu les plus grandes colères intérieures de ma vie industrielle qui m'ont définitivement orienté vers d'autres idées. Mais c'est très intéressant, parce qu'en Europe même, la France s'est fait piéger dans cette histoire. C'est très intéressant. Et c'est même un gouvernement socialiste qui a ouvert des choses. C'est ça le paradoxe. Les années 80-90,
l'espèce de libéralisme plus ou moins complexe de la France, qui a cassé ce qui avait fait la force de ce pays entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 70, c'est-à-dire cette espèce d'union nationale entre l'industrie, l'État, l'économie et la finance, et qui avait fait les 30 Glorieuses. Ça a été brutalement cassé. Et dans le même temps, l'Allemagne était restée fidèle à cette espèce d'ordolibéralisme qui était en fait la philosophie économique et politique de l'Allemagne d'après-guerre. Et voyez-vous, l'écart est devenu massif. L'Allemagne est restée fidèle à une forme d'organisation intelligente, de relations entre l'État et les entreprises. La France est partie dans tous les sens. Et le résultat, c'est que, comme en plus l'épargne française ne s'orientait plus vers les entreprises, mais vers les déficits de l'État qui grandissaient tous les ans, la France a commencé à manquer de capitaux propres. Et là, on est allé chercher les capitaux étrangers. Entre 1990 et 2020, la part des capitaux étrangers dans les entreprises cotées françaises est passée de 10 à 40%. Et ça vous explique beaucoup de ce qui est arrivé en France. Il est arrivé qu'en France, les dirigeants ont été contraints de suivre cette ligne qui est finalement aujourd'hui complètement délirante de la profitabilité à tout prix. Et les délocalisations sont arrivées à ce moment-là, parce qu'il fallait bien aller fabriquer ailleurs pour faire de meilleurs profits sur ce qu'on vendait. Et à ce moment-là, vous avez commencé à désindustrialiser le pays. Et aujourd'hui, on est là à pleurer sur l'industrie française qui a atteint des niveaux bas et qui est probablement une des sources de difficultés de notre pays. Il y en a d'autres, mais celle-là en est une majeure. Alors, pardonnez-moi cette fresque historique un peu à la Malraux, mais il fallait que je la fasse pour que vous compreniez qu'il était temps de réagir. Je pense que c'est possible, mais il va falloir y aller avec de la volonté. Non, merci. J'avais dans vos nombreux rapports et travaux, il y a aussi quelque chose que vous épinglez. Vous parlez du dialogue social, qui est quand même, juste une question sur ce sujet, qui est quand même assez compliqué, dégradé, une représentativité très faible. Et vous dites, vous insistez bien en disant, attention, il faut soigner ce dialogue social. Oui, ça ne vous surprendra pas. Mais je pense que c'est intéressant de remettre ça dans un contexte. Effectivement, j'ai eu le bonheur de travailler au début de cette année, pendant 4 mois, sur les assises du travail. Le gouvernement m'avait demandé de co-garantir avec Sophie Thierry, qui est une responsable de la CFDT et qui, en l'occurrence, dirige le comité de travail du CESE, de travailler sur cette question précisément du sens du travail. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous avons, pendant 4 mois, avec près de 150 personnes, travaillé avec des ateliers extraordinairement attentifs, couvrant l'ensemble du monde social français, croyez-moi, en pleine crise des retraites. C'était intéressant. Et nous avons produit un rapport qui a fait une forme d'unanimité, que je vous engage à lire. Il n'est pas long, si vous en avez le temps, mais qui fait le point, justement, sur cette question du travail, sur lesquels tout le monde a une idée. En ce moment, je dirais qu'on ne manque pas de littérature sur le sujet. Mais si je devais résumer les choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au cours de ces entretiens extraordinairement approfondis, sérieux, sereins, calmes, avec des personnes qui n'étaient pas forcément naturellement d'accord, mais qui ont su s'entendre autour d'un travail discret, il est ressorti quelque chose d'extraordinaire par tous les pores de la peau. Consistait à dire, en France aujourd'hui, il y a une soif considérable d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et qu'on peut prendre le problème de tous les côtés que l'on veut. Ça marque aujourd'hui notre société au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Ce qui m'a frappé, moi, ce n'était pas tellement le constat, c'était l'ampleur du constat. Et donc, on peut prendre la question du travail de tous les côtés, qu'on voudra, reviendrait toujours au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Cette question de la reconnaissance, de la dignité, marque les esprits. Aujourd'hui, elle n'est pas là où elle devrait être et elle explique une grande partie du désengagement face au travail. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, je n'y crois pas une seconde.
Simplement, ils ne trouvent pas forcément dans leur travail la reconnaissance, au sens large du terme, qu'ils attendent. Alors, vous me parlez de dialogue social, etc. Moi, je vais vous parler de dialogue professionnel. Une des solutions à la question que j'évoque, c'est bien sûr, en termes généraux, la grande responsabilisation. Et encore une fois, je peux y revenir parce que c'est un sujet très complexe. Mais un moyen de le faire, c'est d'écouter les gens. Et le dialogue professionnel n'est que cela. Il faut d'ailleurs le reconnaître, c'est incroyable. Il a été, j'allais dire, créé par les lois Auroux en 1981. Et je rencontrais M. Auroux l'autre jour, à la Mutualité, qui me disait, au fond, j'ai créé ça dans mes lois, mais plus personne ne le respecte. J'ai dit, écoutez, ne désespérez pas, on y songe. Alors bon, et du coup, c'est vrai que tout de même, enfin, raisonner. Alors bien sûr, tous les chefs d'entreprise me disent, mais pas du tout, mais chez moi, ça se passe très bien. Ouais, sauf que quand on interroge les autres, c'est pas tout à fait comme ça que ça ressort. Et le dialogue professionnel, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit surtout pas de contrer le dialogue social, qui lui doit demeurer et qui est institutionnalisé, très bien, et qui signe les accords, partout. Mais ce dialogue social, il est alimenté par le dialogue professionnel. Et c'est quoi le dialogue professionnel? C'est tout simplement un dirigeant qui parle avec son équipe, quel que soit le niveau, qui parle de l'organisation du travail, qui prend le temps de le faire. Dis-moi, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Dites-le moi. Je vous donne l'autonomie pour y penser. C'est des choses simples, du bon sens. Tout le monde croit qu'on le fait. C'est pas vrai. Et la réalité, c'est que si on pouvait générer cela, l'institutionnaliser, le rendre quasiment, j'allais dire, presque obligatoire, mais ça devrait être naturel, on n'a pas besoin de loi pour ça, ça changerait bien les choses. Si vous saviez à quel point les gens ne se sentent pas écoutés, reconnus, c'est impressionnant. Donc le dialogue professionnel, pour moi, c'est ce qui doit alimenter le dialogue social, surtout pas le faire disparaître. Il est complémentaire, il ne joue pas le même rôle. Je vais prendre le cas de Renault, que je connais bien, après les ordonnances de 2017 qui donnent cette opportunité de créer des responsables locaux en charge, j'allais dire, du dialogue professionnel sur le terrain, de faire remonter au comité central d'entreprise, au comité stratégique d'entreprise, comme on dit aujourd'hui, les données du terrain en suggérant des solutions, etc., on l'a mis en œuvre. Rien n'est génial, c'est pas parfait, mais ça a sérieusement amélioré les choses. On peut le faire, donc faisons-le. Et je crois que c'est une façon de résumer ce que j'ai pu vivre et comprendre pendant cette période-là. Encore une fois, moi, ça ne m'a pas surpris, c'est l'ampleur du sujet qui m'a surpris. Il est temps qu'on se prenne en main. Et pardonnez-moi d'être un petit peu obtus, mais revenons à cette question de la responsabilisation. Pardonnez-moi, mais pour moi, c'est un vrai sujet national. C'est vrai dans tous les domaines, je l'ai dit tout à l'heure, la fonction publique qui n'en peut plus. Et ce rapport est fait aussi pour la fonction publique. Personne ne pourra me dire le contraire, me le soutenir. Les gens ne savent plus à quoi ils servent, ils sont perdus, ils ont une volonté qui sont parfois extraordinaires, mais ils sont juste pas reconnus. Dans le privé, je l'ai déjà dit, je ne vais pas recommencer, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un énorme champ de travail. Quant à l'organisation de l'État, j'ai ma petite idée sur la question. Mais c'est fondamental, et quand je parle de responsabilisation, je ne parle pas d'autogestion, qu'on me comprenne bien. Responsabilisation, c'est un mot les plus difficiles de la langue française. Il s'agit de donner l'autonomie dans un cadre précis, et il s'agit de demander la responsabilisation, c'est-à-dire la prise en compte de cette autonomie et la capacité d'en rendre compte. Les Anglais ont 2 mots pour ça. Ils ont empowerment, accountability. Pas de chance en France qu'on n'a qu'un mot. Il est très beau, responsabilisation. Ça veut dire répondre. Ça veut dire qu'on donne une autonomie, on cadre le sujet, c'est le rôle des dirigeants. Mais on exige que cette autonomie ait en contrepartie une responsabilisation des acteurs. Alors, la première partie est assez facile. La seconde est juste très difficile. Voilà. Et quand on réussit ça, parce que ça demande du temps, de la formation, je crois que j'ai
eu le bonheur chez Michelin pendant 8 ans de tout faire pour transformer cette entreprise en entreprise responsabilisante. C'est une entreprise verticale, comme beaucoup d'entreprises françaises autrefois. Mais là, c'était à un point assez sévère. Et qu'un de mes rôles comme dirigeant, c'était de faire rentrer Michelin dans le XXIe siècle. J'avais choisi le biais de la responsabilisation, mes équipes ont été extraordinaires. Ça a été très compliqué. Il y a eu des échecs. Ça a pris 8 ans et ce n'était pas fini quand je suis parti. Mais je sais que ça ne reviendra jamais en arrière pour toutes les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Merci Jean-Dominique. François, on a pris une décision avec Frédéric et l'ensemble de la salle. On reste ici jusqu'à 10h avec Jean-Dominique Sénard. Ça te va? Et comme on a le micro, tu es coincé. Voilà. Je suis désolé. Il nous reste une dizaine... Je peux vous le couper, hein. Il nous reste une dizaine de minutes pour aborder un thème qui nous est tous cher. Le bien commun, la pensée sociale chrétienne. Donc la pensée sociale chrétienne, elle aide chacun de nous à progresser pour faire grandir le bien commun, témoigner ainsi du projet d'amour de Dieu pour les hommes. Des piliers de la PSC, Monsieur Sénard, donc dignité de la personne humaine, bien commun, subsidiarité, solidarité. Je rajouterais option préférentielle pour les pauvres, qui est une notion qui nous... Parce que dans les entreprises, on s'occupe aussi des fragilités, et beaucoup même. Et c'est important, ça fait partie de notre rôle en tant que dirigeant. Lequel de ces piliers de la pensée sociale chrétienne résonne le plus en vous aujourd'hui, en tant qu'homme, citoyen, chef d'entreprise? Il y a énormément de choses dans votre question. Vous ne serez pas surpris si, depuis très longtemps, je considère que le bien commun, alors certains parlent de l'intérêt général, et il y a là-dessus des débats formidables en France sur la distinction entre l'un et l'autre, qui n'a pas toujours été très facile à faire dans mon esprit, mais enfin, que le bien commun est au cœur de la raison d'être des entreprises. Je l'ai même écrit, je l'ai dit à l'époque, l'entreprise est une institution politique. Une institution politique au sens noble du terme, parce que l'entreprise est au cœur d'un système, d'un écosystème large, et qui fait qu'en réalité, l'ensemble des parties prenantes qui entourent l'entreprise sont en fait l'objet des soins de l'entreprise. Et donc c'est là qu'on touche le bien commun. On ne peut plus considérer une entreprise aujourd'hui sans intégrer l'idée qu'elle est là pour le bien commun. Si on ne le fait pas, on se prépare des moments difficiles. Et donc en fait, ces questions de la doctrine sociale de l'Église ne posent pas beaucoup de problèmes dans ce cadre-là. On a écrit des tas de choses, et Léon XIII, en son temps, a été probablement un des souverains pontifes les plus novateurs. Il suffit de lire Rerum Novarum pour se rendre compte de ce que je dis. Les choses n'ont pas beaucoup vieilli. Alors vous avez cité, bien sûr, tout un tas d'éléments, la dignité, la solidarité. Comment voulez-vous être contre ça? Il y a peut-être des domaines qui sont peut-être forts, qui sont peut-être encore plus à mettre en avant et peut-être en relation avec ce qu'on vient de dire, parce qu'il faut quand même être cohérent. Il y a la question de la subsidiarité, qui est très clairement évoquée. Et cette subsidiarité, vous allez la retrouver dans le principe de responsabilisation. Là, encore une fois, on n'invente pas grand-chose. Le problème, ce n'est pas tellement d'en parler, c'est de le faire. Mais attention, cette subsidiarité, elle doit être intelligente. Encore une fois, il ne s'agit pas de la pagaille générale. Voyez-vous, le rôle d'un dirigeant aujourd'hui dans ce cadre-là, il est fondamentalement différent. Je parle de révolution managériale dans le rapport des Assises du travail. Croyez-moi, il faut quand même l'écrire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les dirigeants aujourd'hui, quel que soit leur niveau de responsabilité, se transforment entre personnes qui commandent le matin, contrôlent le soir, en des développeurs de talent, en des personnes qui sont là pour résoudre les problèmes de l'équipe à laquelle ils viennent de confirmer une autonomie, et qui, au bout du coup, voient leur rôle s'ennoblir, changer. Et c'est parfois difficile à faire. Mais leur rôle est devenu de plus en plus fort parce que c'est eux qui doivent fixer la vision, c'est eux qui doivent fixer le cadre. Après, le reste, c'est une affaire de subsidiarité. Et ça, vous le retrouvez dans la doctrine sociale de l'Église, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est cohérent. D'accord ? Il y en a une autre aussi,
qui est en filigrane derrière tout cela, c'est la notion de participation. Le partage de la valeur. Écoutez, enfin, de quoi a-t-on parlé ces derniers temps en France? J'avais eu la chance de réfléchir, d'ailleurs, dans le cadre de l'Institut Montaigne, sur cette question du partage de la valeur. J'ai même écrit un petit document. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, de voir que les accords sociaux qui ont été signés récemment reprennent pratiquement mot pour mot ce que j'ai écrit dans ce rapport. Ça fait du bien de temps en temps de voir qu'on est suivi, à quelques nuances près. Mais enfin, ça en fait partie. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui, mais tout ça c'est des trucs gaulliens, etc. Oui, mais enfin, penchons-nous 2 secondes sur la question, c'était quand même assez visionnaire. Il se trouve qu'en France, on a développé depuis longtemps ce principe de l'intéressement et de la participation. Si nous pouvons être concrets 2 minutes, je voudrais simplement vous suggérer à tous les chefs et chefs d'entreprise qui sont ici de s'emparer de ces instruments et d'en faire un instrument formidable de la motivation interne et de l'engagement des entreprises. C'est par là qu'on va retrouver tous les éléments de la racine de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez les prendre par tout le bout que vous voudrez. C'est par là. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, et à un moment donné, il faut s'occuper aussi du bien-être des gens. Aujourd'hui, la participation est, à mon avis, un des outils les plus extraordinaires qui existent dans le monde. Il n'y a pas 2 pays dans le monde qui ont un système aussi élaboré qu'en France. La seule chose, c'est qu'il n'est pas suffisamment utilisé. Et là, c'est un problème de volonté. Et si le chef ou la chef d'entreprise ne s'empare pas de ce sujet et décide clairement qu'à l'avenir, la participation allait prendre une dimension bien supérieure à ce qu'elle était aujourd'hui, je pense que nous serions peut-être, dans quelques années, en train de regarder ces sujets-là de façon sereine. Alors vous voyez que la doctrine sociale de l'Église, ça nous fait partir de loin, pour on arrive à des choses très concrètes. Merci beaucoup. Deux petites questions. On l'a évoqué avant d'arriver dans cette salle. Fratelli Tutti, l'encyclique. Prendre soin, et puis tout est lié. Je pense que quand on a votre parcours, quand on a fait tous ces voyages, on s'aperçoit que finalement, tout est lié. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? C'est un devoir de philosophie, vous avez 4 heures, c'est ça? Voilà, tout est lié, tout est lié. Oui, voilà, bon, écoutez, on peut, oui, bien sûr. Fratelli Tutti, sur Fratelli Tutti. Il y a des choses comme ça. Bon, je crois que peut-être que pour répondre à ces questions, il y a le côté le plus concret qui soit. Je reviens à mon expérience Michelin, si vous le voulez bien. Une façon d'illustrer ce que vous venez de dire, parce qu'on peut philosopher, mais ça assommera tout le monde. Là, on est dans le concret. Et pour moi, quand j'ai dit tout est lié, c'est typiquement ce que les technocrates appellent la symétrie des attentions. C'est un mot très technocratique, mais qui veut dire des choses très précises. Lorsque nous avons créé la raison d'être de Michelin, c'était bien avant le rapport que j'ai écrit avec Nicole Notat. C'est pour ça qu'à l'époque, quand je l'écrivais, je savais à peu près de quoi on parlait. Elle a abouti au bout de 3 ans de débats invraisemblables. Vous me direz, 3 ans, c'est beaucoup pour arriver à une phrase symbolique qui consiste à dire « nous voulons offrir à chacun une meilleure façon d'avancer ». 3 ans pour ça, vous allez me dire « bien ». Mais si vous saviez ce que ces 3 années ont été, extraordinaires, où les ouvriers chinois du groupe travaillaient après les heures de travail pour réfléchir sur le sujet, ça ne s'invente pas. On arrive à ça. Mais c'est quoi ça? Oui, bien sûr, c'est d'un côté la technologie, la mobilité durable, le client. Oui, ça c'est sûr. C'est un des grands piliers de la raison d'être. Mais si vous oubliez l'autre, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer et vous rentrez dans l'entreprise. Et là, vous commencez à parler d'épanouissement au travail, vous commencez à parler de gestion des personnes, vous commencez à parler de suivi, de soins. Et là, vous touchez le sujet important. Mon point ici, c'est quand tout est lié. Je veux dire que si vous abandonnez un de ces piliers et que vous concentrez que sur l'autre, ce qui est tentant, vous allez dans le mur. Et pour moi, si vous ne faites pas cette symétrie des attentions, c'est-à-dire porter autant d'attention à vos collaborateurs et salariés que vous n'en portez à vos clients, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Allez, on le sait. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'au bout, tout est lié et vous pouvez être assuré à ce moment-là d'une forme, j'allais dire, non seulement de reconnaissance, mais de succès.
C'est la meilleure façon pour moi de résumer cette histoire. J'en connais pas d'autre. Merci. Dans tout est lié, Laudato Si, l'environnement? Oui, certes. Et bien sûr. Alors, je ne vais pas vous raconter la vie. Entre Michelin et Renault, j'ai été à l'honneur d'être à la tête d'entreprises qui objectivement, en ont fait depuis très longtemps le cœur même de leur stratégie. Donc, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Si l'histoire s'accélère un peu aujourd'hui, c'est parce que les circonstances le dictent, mais ça n'a pas changé le fond de l'affaire. Michelin, Renault ne se bouleversent pas à cause de ça. On vit des révolutions techniques et technologiques, mais ça n'a rien à voir avec le fond. Ces entreprises ont passé 125 ans à faire des progrès en la matière. C'est pas maintenant qu'on va changer. Et donc, cette encyclique est importante parce qu'effectivement, elle est un peu comme, au niveau mondial, une forme d'éveil, j'allais dire, de cri à l'action. Lanceur d'alerte au niveau international. Excusez-moi de réduire le souverain pontife à ce terme-là, mais c'est indiscutablement une encyclique fondamentale. Elle dit une chose quand même, et pour moi, je le prends comme ça. C'est que l'entreprise est le lieu où ça va se passer. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une telle conviction que la chance que nous pouvons avoir en étant chef d'entreprise ou en travaillant dans les entreprises, c'est que nous savons que nous sommes au bon endroit. Et que si j'ai une conviction absolue, c'est qu'il faut qu'on laisse les entreprises traiter le sujet. C'est elles qui sont la solution. Et qu'on peut fixer des règles et des cadres, etc. Très bien. Mais qu'on laisse les entreprises le choix de la technologie, le choix du mouvement, le choix des décisions. Si on ne le fait pas, on fait un épouvantable mélange des genres et ça se termine jamais très bien. Et donc je vous le dis solennellement, on peut prendre toutes les réglementations de la Terre. Très bien, on est là pour les appliquer. Mais qu'on nous laisse faire, qu'on nous laisse responsables, qu'on nous responsabilise. C'est un peu ce que moi j'ai compris aussi dans cette encyclique, voyez-vous. Parce que c'est l'entreprise qui fera, dans le cadre d'une croissance raisonnable, et le mot croissance est important, je ne suis pas un partisan de la décroissance, pour 1000 raisons, mais dans le cadre d'une croissance raisonnée et intelligente, c'est l'entreprise qui va sortir le sujet. Et j'espère qu'un jour, une encyclique le reconnaîtra. Très bien.